Bonsoir, merci d'assister à ce live Studyrama TV consacré ce soir à Sup Info. Je reçois pour en parler Alec Mouriès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Sup Info International University. Absolument. Et Sophie Travadon, vous êtes campus manager de Sup Info à Caen. Oui, bonsoir. Alors Sup Info fête aujourd'hui ses 50 ans. Vous allez nous en parler. Vous allez surtout aussi essayer de nous aider et de répondre à une question qui se pose tous les internautes, de faire la distinction entre le web, l'informatique, le digital. C'est vrai que certains s'y perdent et vous allez nous dire et vous allez nous aider à démystifier tout ça. Pour commencer, alors effectivement, Champagne, 50 ans, 1965, Sup Info. Absolument. Sup Info existe depuis 1965. C'est une école qui a été créée à Paris par un ingénieur Supélec. Et donc, vous imaginez, en 1965, il ne s'agissait pas vraiment d'informatique, mais plus de mécanographie, des cartes perforées, des choses comme ça. Évidemment, on parle d'un autre temps. Et Léo Rosentalis, donc, qui est le fondateur de Sup Info, a eu l'idée de créer une école dédiée à l'informatique, à ces nouvelles technologies, déjà à l'époque. Et nous sommes 50 ans après, toujours là, évidemment, avec un certain nombre d'évolutions et de différences par rapport à l'établissement initial de 1965. Donc nous fêtons nos 50 ans avec une grande joie cette année, de 65 à 2015, et nous avons pour cela quelques innovations que nous sommes en train de préparer pour les années futures. On en parlera peut-être tout à l'heure si vous le voulez bien. Ah oui, peut-être des scoops. Oui, certainement des scoops. Absolument, pas de problème. Sophie Travadon, vous êtes donc campus manager de Sup Info Caen. Ça veut dire qu'il y a plusieurs campus? Oui, on a 24 écoles en France et une dizaine à l'étranger, plus un virtual campus, un campus virtuel. Il y a beaucoup de questions qui sont posées sur le campus virtuel et sur la formation. Alors, avant de venir dans le fond de vos formations, aidez-nous à comprendre et à comprendre les enjeux d'abord de l'informatique, mais comprendre trois vocables, puisque vous parliez de nouvelles technologies en 1965, aujourd'hui le digital, le web, l'informatique. Oui, tout à fait. Vous posiez la question tout à l'heure et je n'y ai pas répondu. Tout ceci se confond. Et je comprends parfaitement que les internautes, les parents, les candidats, parfois font l'amalgame, si vous voulez. Alors on entend tour à tour informatique et puis de plus en plus maintenant numérique, digital, web, internet. Il y a un certain nombre de formations que moi j'estime d'ailleurs complémentaires qui existent sur ces différentes thématiques. Nous considérons à Sup Info, c'est simplement l'école supérieure d'informatique, si vous voulez, de Paris. Donc le nom aujourd'hui c'est Sup Info parce que c'était le petit nom de l'école fondée par un Supélec. Il avait trouvé l'analogie intéressante. Mais Sup Info, c'est l'ancienne école supérieure d'informatique de Paris qui aujourd'hui a ouvert, si vous voulez, ses cursus pour englober tout ce qui est autour du digital, donc du numérique et du management. Parce que souvent, les choses vont de pair dans un contexte concurrentiel d'entreprise, compétitif d'entreprise, où effectivement, il n'y a pas simplement à manipuler des technologies, il faut aussi manager tout cela dans un ensemble d'équipes multiculturelles, avec parfois des entreprises globales qui ont besoin de se développer. Et puis, on l'entend de plus en plus souvent, et c'est heureux, des startups, les fameuses startups, donc des entreprises innovantes, créées par des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui ont des idées nouvelles sur des usages de technologies qui permettent, si vous voulez, de faire progresser l'économie d'un territoire ou d'un pays. Et on entend souvent d'ailleurs sur ce secteur les progressions et l'avancée de certains pays, et les États-Unis en tête, évidemment, beaucoup de technologies ou de start-up viennent de là-bas, mais il y en a de plus en plus qui sont aussi créées en Europe et notamment en France, avec un dynamisme particulièrement riche. Aujourd'hui, nous le voyons à travers nos étudiants, beaucoup d'entre eux se transforment en entrepreneurs, et c'est la raison pour laquelle nous avons intégré une dimension managériale de plus en plus importante autour de l'enseignement du numérique et de l'informatique. Alors pour apporter la petite précision, je vais essayer d'être condensé quand même, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste et passionnant. Et vous allez répondre à Antoine, qui vous demande la différence entre l'informatique et le numérique. Voilà, eh bien, pour nous, l'informatique au départ, si vous voulez, avait une dimension plus scientifique qui concernait essentiellement le traitement des données qui étaient essentiellement au départ des données de gestion dans les entreprises, de comptabilité, des chiffres. Bon, le numérique, quelque part le terme est induit,
est beaucoup plus large parce que qu'est-ce que c'est que cette révolution? Cette révolution, c'est qu'on a tout digitalisé, d'où le terme digital. On a transformé des signaux qui étaient au départ analogiques, notamment pour la musique par exemple, en digital. Et du coup, le numérique englobe beaucoup plus que simplement des données de gestion, des noms, des prénoms, des comptes en banque ou des chiffres, si vous voulez. Le numérique intègre presque tout ce qui sous-tend l'économie des autres secteurs d'activité, que ça soit la vidéo, on en parle, nous sommes aujourd'hui sur Internet, c'est aussi du numérique, c'est aussi de l'informatique, la voix, le multimédia, mais énormément d'autres fonctions, puisque nous allons aujourd'hui, nous le voyons avec le développement des réseaux sociaux, nous voyons que le numérique sous-tend aussi les comportements des gens, les liens entre les populations, entre les communautés, donc c'est extrêmement vaste. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons que informatique et numérique peuvent être confondus, à la nuance près que l'informatique est déjà un terme ancien, si vous voulez. Et il a été remplacé par le numérique qui est beaucoup plus large et qui englobe tout. Lorsque nous allons aborder, si vous voulez, la maquette d'un avion, nous sommes en train de travailler sur de l'aéronautique, mais en même temps, vous le savez, Dassault, entreprise française, fabrique tous ces avions en les modélisant au départ totalement en numérique, sur des logiciels de modélisation 3D. Donc, tout le fuselage, les tests en soufflerie, etc., beaucoup de choses sont faites en amont de manière totalement numérique, donc virtuelle, si vous voulez, avec des outils adaptés pour pouvoir gagner en compétitivité, éviter de devoir forcément tout prototyper en physique, etc. Et donc, nous avons un environnement numérique qui englobe tous les secteurs d'activité. Et c'est très intéressant parce que lorsqu'on est un jeune et qu'on cherche son métier pour demain, son orientation, on peut se dire, moi je suis intéressé par la mode, par le design, par l'automobile, par l'aviation. Eh bien, le carrefour de tous ces secteurs d'activité, c'est le numérique. Alors, la distinction entre le numérique et le digital, c'est pareil. Écoutez, digital, digit, ça veut dire chiffre, hein, si vous voulez. Numérique, bon, on le comprend, c'est à peu près la même chose. Donc, quand on digitalise ou quand on numérise, on fait exactement la même chose. On transforme une information qui est d'une nature, d'un signal ou quelque chose, d'une lettre, enfin bon, ou d'un dessin, sous forme de chiffres, hein, sous forme de digits. Et donc, à ce niveau-là, eh bien, puisque c'est transformé comme cela, on donne la possibilité à des ordinateurs, à des processeurs, de traiter cette information. Capter l'information, faire quelque chose avec et restituer l'information. Ça peut être simplement stocker cette information, c'est le rôle des systèmes de mémoire ou des data centers qui stockent de l'information. Les livres, des vidéos, de la musique sont stockés comme ça uniquement. On a transformé le signal en chiffres, après on le met dans une mémoire et quand on a besoin de le restituer, eh bien on va le récupérer. Et puis, ça peut être aussi un traitement sur l'information. Je prends de la musique, je l'enregistre, et puis j'entends au bout d'un certain temps qu'il y a un souffle qui me déplaît. Alors je me dis, ah ben, je ne veux pas ce souffle. Alors je vais utiliser un ordinateur qui va détecter le souffle dans le son et qui va l'enlever pour pouvoir restituer un son pur. Ou alors, je prends une photo, vous n'en avez pas besoin, vous, probablement, mais enfin, parfois ça peut être nécessaire, et je me dis, la photo est parfaite, mais les yeux sont rouges, ah quel dommage. Eh bien, je vais utiliser les chiffres qui représentent la couleur rouge dans vos yeux sur la photo, et avec un ordinateur, encore une fois, eh bien, je vais nettoyer cela pour vous donner la couleur originelle de vos yeux. Donc vous voyez un petit peu comment le numérique touche à tout, et j'ai envie de dire aux candidats ou aux parents qui nous écoutent que tout simplement, choisir aujourd'hui le numérique, c'est choisir la possibilité de travailler dans tous les secteurs d'activité. C'est probablement l'un des... Alors justement, Loïc vous demande dans quel secteur d'activité travaillent le plus vos anciens étudiants? Eh bien, c'est une question intéressante parce que nous avons effectivement une part de nos étudiants, on pourrait dire qu'ils travaillent dans le secteur du numérique ou dans l'informatique parce qu'ils travaillent dans des sociétés de services informatiques, celles-là même qui apportent
leurs compétences à tout un tas d'autres entreprises qui ont besoin de réaliser un site web, qui ont besoin de réaliser un logiciel de traitement de leurs données, de leurs fichiers clients, qui ont besoin de faire une analyse sur leurs ventes, etc. C'est très juste. Mais toutes ces entreprises-là sont dans tous les autres secteurs d'activité. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, nous sommes chez Studirama, mais vous utilisez le numérique au quotidien. De manière omniprésente même. Omniprésente. Les questions qui vous arrivent de nos internautes, eh bien, elles arrivent de manière numérique, elles passent par Internet. Tout ceci, Supinfo enseigne aux candidats qui le souhaitent et qui sont en général passionnés. Et quand ils ne le sont pas complètement au départ, ils le deviennent en découvrant nos enseignements. Eh bien, Supinfo enseigne comment développer tout cela, comment maintenir tout cela et surtout, de plus en plus, j'en parlais tout à l'heure avec les startups, comment innover. C'est-à-dire comment inventer les technologies qui demain vont prendre le dessus, vont prendre le pas. Je lisais un article très intéressant sur Google. Plus personne ne présente Google aujourd'hui. Évidemment, nous savons quelle est la réussite et le succès de cette entreprise, initialement américaine, donc qui a été cofondée par Larry Page et Sergey Brin. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on voit un jeune qui est né en 73, Sergey Brin, on en parle beaucoup moins, on parle plus de Larry Page, qui part de Russie, arrive aux États-Unis en passant par l'Australie, en apprenant l'informatique à l'époque, hein, simplement, c'est un peu notre génération, enfin plutôt la mienne, Sophie est un petit peu plus jeune, et il fonde avec son acolyte, donc Larry Page aux États-Unis, après être passé par Stanford, donc il fonde Google, et une quinzaine d'années après, regardez ce que Google est devenu. Google est une entreprise du numérique, Internet, mais qui aujourd'hui touche à tous les autres secteurs. La téléphonie, l'aéronautique, vous voyez, ils sont partout. Alors ça peut être plus ou moins inquiétant, mais moi je trouve que c'est un formidable message. Ça montre tout simplement que le numérique mène à tout. L'informatique devenue le numérique mène à tout. Et grâce à Google aujourd'hui, vous avez des laboratoires absolument innovants où il y a une liberté de pensée, de création. La créativité est décuplée chez des jeunes qui ont en plus les moyens, parce que Google est florissante sur le plan financier, mais qui ont les moyens d'inventer des technologies et des usages pour le futur. C'est exactement ce qu'il nous faut continuer de développer en France. Je ne dis pas que ça n'existe pas en France, parce que vous savez, parfois il y a des discours un petit peu... comment dirais-je, fataliste, en disant oui, mais tout ça c'est les Américains, on n'a rien en France, on est... Moi je trouve que c'est pas du tout vrai. Nous avons énormément d'énergie en France. Alors il y a peut-être besoin de doper, et il y a une volonté politique qui doit peut-être se renforcer encore pour aider, mais il y a déjà des choses, hein, pour aider encore plus ces jeunes à se dire c'est possible de réussir, d'innover dans le numérique, et c'est possible aussi de créer de la valeur, de créer des emplois en France et en Europe. Et on n'est pas obligé de partir aux États-Unis ou à l'étranger, même si un passage à l'étranger, ce que nous proposons à Supinfo aussi à travers la mobilité, un passage à l'étranger peut servir à voir aussi ce qui se passe ailleurs. Et je pense que Sophie peut parfaitement parler d'exemples d'étudiants qui ont eu cette expérience chez nous et qui reviennent en France avec des idées nouvelles et une envie d'entreprendre et d'innover. Alors, voilà. Vous apportez la preuve que l'informatique, le numérique, propose des enjeux considérables à l'avenir. Comment parvient-on, à entrer chez vous, à intégrer votre école? Quels sont les cursus que vous proposez et quelles sont demain les innovations que vous allez apporter? Nous reviendrons évidemment à ces informations. Alors, pour intégrer Supinfo, il faut être titulaire d'un bac +1, bac+2, bac+3. On dépose un dossier d'admission sur supinfo.com, rubrique admission. Ensuite, on obtient le bac ou son diplôme, bac+2, BTS, DUT, et on peut intégrer notre école en s'inscrivant sur un campus. Ah, au même niveau, on n'entre pas. Alors, juste Brieux vous demande si vous faites une distinction entre bac S et un élève de STMG, par exemple. Non, ce qu'on va privilégier à Supinfo, c'est une passion pour l'informatique et une motivation au travail. Ce sont nos prérequis principaux. Ça va être l'obtention, bien sûr, d'un diplôme, un bac avant d'intégrer notre école, mais surtout la passion de l'informatique et la motivation au travail. Oui, tout à fait. Pour compléter ce que dit Sophie, il y a eu plusieurs phases dans notre établissement. L'école est ancienne et le cursus aussi, puisqu'on parlait de 65, la date de création de Supinfo.
Depuis cette date, il y a eu plusieurs modèles qui ont été mis en place. Au départ, effectivement, nous ne recrutions que des baccalauréats scientifiques avec une logique peut-être plus axée sur les mathématiques ou les sciences fondamentales en première année de cursus. Tout ceci a changé, a volé en éclats avec l'évolution des technologies, l'évolution du numérique. Pourquoi? Parce que tout va très vite aujourd'hui. Les usages du numérique vont extrêmement vite. Et il y a énormément de choses qui ont été inventées, et ces choses, dans notre concept, reposent sur des inventions précédentes. Nous avons une philosophie à Supinfo qui est de dire, nous n'allons pas réinventer la roue. Nous allons essayer d'être les plus, on va dire, pragmatiques possibles par rapport à un savoir qui existe, à des connaissances techniques qui existent. Et plutôt que de se concentrer, même si ça peut être utile, mais pour cela, il y a d'autres écoles d'ingénieurs qui le font très bien et probablement mieux que nous, et qui sont donc complémentaires à la formation que nous apportons lorsque dans une entreprise, une équipe va être formée avec des supinfos, avec des polytechniciens, avec des gens de l'EPF, avec des gens de l'ECE, avec des étudiants des PITA, enfin d'autres écoles, si vous voulez. C'est ça qui est intéressant, c'est la richesse qu'il peut y avoir dans la diversité des formations et dans la diversité des profils, parce que tous les étudiants ne se ressemblent pas, toutes les formations non plus, et donc par définition, une formation peut mieux convenir à un étudiant qu'une autre et vice-versa. Donc pour répondre à votre question, et ce qui est vraiment très intéressant là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, Supinfo considère qu'on a besoin d'une passion, mais la plupart des enseignements que nous allons apporter aux étudiants de première année, après le baccalauréat, seront des enseignements nouveaux. Ils ne vont pas spécialement se reposer, pour beaucoup d'entre eux, sur ce que les étudiants ont appris au lycée, dans le secondaire. Oui. Donc, il y a des mathématiques, bien sûr, mais pas du tout. Voilà, appliquées à l'informatique. Et toutes les autres matières sont des matières nouvelles, des matières informatiques, que ces étudiants, pour la plupart du temps, quel que soit le baccalauréat, n'ont pas appris en terminale. Alors, qu'est-ce qui les attend? La logique, de l'algorithmique, donc comment fonctionne un ordinateur, comment... Non, ce ne sont pas des maths. Si vous voulez, oui, on peut l'inclure dans les mathématiques. Mais ce ne sont pas des maths. Nous avons des exemples. Je vois votre œil surpris, mais c'est fabuleux qu'on puisse parler de cela, parce que nous avons des exemples fabuleux d'étudiants qui sont très moyens en mathématiques, qui ont peur d'ailleurs, qui se disent « Oh, je ne suis pas suffisamment bon en maths, l'informatique, ce n'est pas pour moi. » Et ils se trompent. Et d'ailleurs, quand ils arrivent à Supinfo, bouffée d'oxygène, la pression descend, et ils se rendent compte qu'ils peuvent faire carrière, très bien se développer et réussir en informatique, en programmation. On parle souvent, et c'est d'ailleurs l'occasion pour beaucoup d'autres formations complémentaires à Supinfo d'exister en France et ailleurs dans le monde, on parle souvent de codeurs, de codage, de développement. Bon, et on dit... regrette de ne pas en avoir assez suffisamment dans le secondaire. Mais c'est vrai. C'est vrai, et c'est vrai que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, et puis de plus en plus maintenant en Asie, eh bien, il y a une formation en amont de développeurs, d'une certaine logique, Sophie en parlait tout à l'heure, pour pouvoir parler à cette machine qui a priori ressemble à une boîte noire obscure qui est l'ordinateur. Ça commence à arriver en France, voilà, au primaire, on commence à donner des enseignements. Et Supinfo intervient dans des écoles primaires pour les cours de codage. Voilà, les cours de codage. Et nous allons poursuivre cette action, puisque vous le savez, Axel Lemaire l'a présenté, le président de la République François Hollande également. Il y a une volonté gouvernementale aujourd'hui à ce que les jeunes, le plus tôt possible, apprennent à coder, et nous allons, à notre mesure, participer à cette action nationale pour pouvoir accélérer, si vous voulez, le développement des connaissances et des compétences en numérique et en codage dès le plus jeune âge. Ceci pour que les jeunes ne soient pas simplement tous orientés vers le numérique et l'informatique pour leurs études supérieures, mais pour qu'ils soient tous armés dans un environnement où, encore une fois, tous les autres secteurs d'activité en ont besoin. Voilà. Alors Christophe s'inquiète de savoir quels sont les prérequis en informatique, manifestement. Nous avons rassuré. Comment vous décelez ces compétences et quelles sont justement comment est la sélection, comment ça se passe et comment vous cherchez, vous trouvez les geeks qui sommeillent en eux? Alors c'est souvent en première année, ils intègrent chez nous en première année. Très rapidement, on va déceler les étudiants qui sont intéressés. Ce sont leurs compétences, leur envie qui vont faire qu'ils vont se spécialiser plutôt dans le développement, dans le réseau. Mais la sélection.
Au moment, il n'y a pas vraiment de sélection. Ils déposent un dossier, ils obtiennent le bac. S'ils obtiennent le bac, ils intègrent chez nous à la rentrée. Voilà. D'accord, mais Donc vous testez quand même leur connaissance. Oui, mais alors, pour que les choses soient très claires par rapport à cela, parce que c'est vrai que c'est une question qui nous revient souvent des parents, et puis nous sommes dans une configuration en France où c'est vrai qu'on considère que s'il n'y a pas une sélection stricte, ça veut dire que c'est pas sérieux, etc. Soyons très clairs par rapport à cela. Dans d'autres pays, la sélection ne se fait pas à ce niveau-là. Comment voulez-vous qu'on sélectionne à un étudiant qui sort du secondaire, qui n'a rien appris en informatique ou peu? Comment voulez-vous que, dès là, nous permettions de le juger pour dire « Ah ben, lui, il va s'en sortir ou pas ?» Nous ne le savons pas encore. Mieux, c'est notre mission d'université ou d'établissement d'enseignement que de faire en sorte qu'il s'en sorte. Vous voyez, c'est à nous de lui apprendre, c'est à nous de lui donner les bonnes méthodes, de l'accompagner. Et ceci, on doit, d'ailleurs, ça fait l'objet de débats à Supinfo, nous devons encore nous améliorer sur cet accompagnement, parce que certains étudiants, une majorité réussit bien sûr, mais certains étudiants décrochent et ne suivent plus. Et pour nous, c'est un échec, non pas de l'étudiant, mais de l'établissement, si vous voulez. Donc aujourd'hui, pour rassurer à la fois les parents et les étudiants, qui se disent est-ce que c'est vraiment ma voie, est-ce que je peux réussir, est-ce que le prérequis, vous en parliez tout à l'heure, est-ce que mes résultats actuellement en première, en seconde, sont suffisants pour me permettre de réussir des études à Supinfo? La réponse c'est oui. Alors évidemment, si nous ne faisions pas confiance au système universitaire ou au système scolaire français, on vous le dirait très, très vite, mais ce n'est pas le cas. J'entends beaucoup de gens qui disent oui, le niveau s'est dégradé, etc. Mais ce n'est pas vrai. Dans certains sujets, effectivement, il y a un peu plus de laxisme. Les étudiants écrivent en faisant plus de fautes de français. Ça, c'est certain. Nous le constatons. Mais par ailleurs, à contrario, moi, j'ai une grande confiance dans ces jeunes où... Parce que déjà, les générations ont changé, ils manipulent des outils numériques beaucoup plus tôt. Même quand ils ne s'orientent pas dans les études d'informatique, ils ont tous un ordinateur, des tablettes, etc. Oui. Ils apprennent des choses. Et ça, pardonnez-moi, je vais employer un terme barbare, mais ça les code déjà, quelque part. Ils ont déjà une logique, si vous voulez, qui facilite leur réussite dans un établissement comme le nôtre. Alors, notre rôle à nous, c'est de révéler ces potentiels-là et de faire en sorte que l'étudiant se plaise dans l'établissement et découvre sa voie. Et pour cela, il a une chance incroyable à Supinfo, c'est que nous avons une pluralité d'enseignements et il peut faire ses choix. Au bout d'un certain temps, si vous voulez, il peut choisir sa voie, qui va être peut-être plus de coder, ou alors s'il n'aime pas le codage et la programmation, qui va être plus sur l'infrastructure des machines, des réseaux, d'Internet, ou alors si ça lui plaît moins, il va être plus sur le design et la création de sites Internet, le graphisme, les choses comme ça. Tout cela, c'est possible. Et alors, on parlait de Scoop tout à l'heure, je peux vous révéler quelques infos. Mais oui, mais parce que ça, c'est intéressant. C'est un grand moment. Supinfo, ancienne école supérieure d'informatique. Donc effectivement, au départ, très ancré, scientifique, maths, etc. Bon. Et puis petit à petit, les entreprises ont des besoins, elles nous parlent, nous avons un conseil de perfectionnement qui est assez actif. Et donc ces entreprises, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent, ah ben, ils sont très bien vos ingénieurs, mais on a besoin qu'ils prennent plus vite de la hauteur, qu'ils encadrent des équipes, qu'ils puissent présenter des produits, qu'ils puissent mieux communiquer, qu'ils puissent mieux vendre. Alors, nous avons intégré au sein de Supinfo des cours de management, des cours d'encadrement, comme dans une école, comme dans une business school, si vous voulez. Et alors, le scoop que je peux vous révéler aujourd'hui, parce que c'est quelque chose de très nouveau, et c'est vrai que même nos équipes, elles en ont entendu parler, mais elles ne le voient pas encore concrètement sur le terrain, parce que ça va être complètement révélé pour 2015-2016. Donc, tous les candidats qui sont intéressés par Supinfo aujourd'hui bénéficieront de cela s'ils s'inscrivent pour 2015-2016. C'est que nous avons noué un partenariat historique particulièrement important avec une compagnie américaine et qui mieux que les États-Unis sont au cœur des technologies innovantes en matière de numérique aujourd'hui, qui s'appelle Learning Tree International. Et donc Learning Tree International est une société de formation professionnelle B2B, donc business to business, qui s'adresse aux entreprises, les plus grandes entreprises, une société qui existe depuis 40 ans, qui est leader dans la formation professionnelle en informatique et en management aux États-Unis, et qui nous livre aujourd'hui l'essentiel de son contenu en anglais et en français, en informatique et en management, avec plus de 200 professeurs, full professeurs, qui créent des cours, qui sont mis à jour, qui sont adaptés avec un contrôle qualité. Et ça, c'est totalement unique. Ça veut dire que demain,
un étudiant qui rentre à Supinfo va avoir en accès libre plus de 200 cours supplémentaires dans tous les secteurs du numérique. Déjà qu'il y en avait beaucoup. Voilà, dans tous les secteurs du numérique et du management. Donc nous sommes en train de plus en plus, nous sommes en train de réfléchir à l'évolution des programmes de Supinfo. Nous offrons déjà, Sophie l'a dit tout à l'heure, avec des admissions parallèles, un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 4, un bac plus 5, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas intéressés par des études forcément longues peuvent quand même venir à Supinfo. Ce n'était pas le cas dans le passé, donc maintenant ils peuvent partir à bac plus 2, bac plus 3, à chaque fois ils auront un diplôme. Et donc il y a des jalons comme ça, c'est très important. Alors justement, mais en plus, ils pourront le faire sur du numérique. Le numérique va toujours être sous-jacent, ça c'est certain. Mais ils pourront se spécialiser même demain, plus en management, plus en design, plus en communication. Vous voyez, nous allons être de plus en plus larges dans le panel de formation que nous allons proposer, et ceci en nous reposant sur des partenaires de renom historiques, incontestables. Jusque-là, nous avions des partenaires qui étaient les vendeurs, si je puis dire, ou les marques reconnues dans le secteur. Microsoft, Cisco, Apple, IBM, SAP, les leaders mondiaux de l'industrie. De Absolument, absolument. Mais tous ces gens fabriquent effectivement des technologies, du contenu, et nous formons nos étudiants sur ces contenus. D'ailleurs, la plupart de nos écoles sœurs, si je puis dire, hein, que ce soit les écoles d'informatique ou du numérique en France ou dans le monde, ont les mêmes partenariats que nous, avec ces acteurs, et donc les étudiants ont à peu près les mêmes avantages avec ces écoles. En revanche, le partenariat que nous venons de nouer avec Learning Tree, là, c'est quelque chose de totalement nouveau. Les internautes qui nous regardent peuvent très bien d'ailleurs aller sur le site learningtree.fr s'ils veulent en français, sinon c'est learningtree.com, donc learning comme apprendre en anglais et tree comme un arbre, TR2E.fr, et ils verront la richesse, le catalogue qui, dès 2015-2016, va être à leur disposition. Alors concrètement, comment s'organise le cursus? Quelques mots rapidement, les cours en présentiel, les cours virtuels, et demain les MOOC et l'ensemble des cours. Alors en première et deuxième année, les étudiants sont 4 jours à l'école, du lundi au vendredi, le mercredi est libre, du premier lundi du mois de novembre jusqu'au 30 juin. Ensuite, 4 mois de stage d'été, minimum 2 mois. Ça c'est la première et deuxième année. En post-bac. Voilà. À partir de la troisième année, on est sur de l'alternance pure. 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise. Les vacances scolaires et l'été étant en temps plein en entreprise. Donc là, on est vraiment sur de l'alternance pure, contrat de professionnalisation ou stage. Et ça débouche sur un bachelor? Ça débouche sur un bachelor en troisième année, sinon bac plus 5, le titre d'expert en informatique et système d'information. D'accord. Et il y a un autre palier il y a 4 paliers. En fait, l'étudiant, alors c'est vrai qu'on en parle moins parce que 99% de nos étudiants poursuivent. On est sur un cursus cadre. Donc ils poursuivent et ils restent plus longtemps. Mais s'ils veulent, et d'ailleurs de plus en plus d'entre eux, même quand ils poursuivent, obtiennent les diplômes intermédiaires, on les appelle comme ça si vous voulez, ils obtiennent le bac plus 2 qui est un format anglo-saxon d'Associate of Science, ils obtiennent le bac plus 3, le fameux Bachelor of Science, ils obtiennent s'ils veulent même à bac plus 4 un Bachelor of Science with Honors, donc c'est vraiment un modèle anglo-saxon, et puis s'ils vont jusqu'au bac plus 5, ce qui représente la majorité d'entre eux, ils ont leur Master of Science qui en France est un titre certifié au niveau 1. Mais à l'international, si vous voulez, on a cette appellation qui est effectivement anglo-saxonne, qui est Master of Science. Je précise pour cela que Supinfo est une université internationale aujourd'hui, même si ses origines sont françaises. Donc il y a certes le diplôme en France, mais il y a l'équivalent international que nous pouvons nous permettre d'attribuer aux étudiants. Je sais que beaucoup d'étudiants nous disent, mais alors, ou de parents nous posent la question, mais alors est-ce qu'il y a une logique de double diplôme? Oui, il y a une logique de double diplôme. Et parfois même, lorsque nous travaillons à l'international, avec des partenaires à l'international, d'universités internationales, qui ne sont pas des universités Supinfo, mais avec lesquelles nous avons un partenariat, et nous proposons aussi ce genre de double diplôme. On va prendre la question de Brieux et avant d'Emma qui vous demandait, vous utilisez le terme ingénieur, on vous demande si vous êtes une école d'ingénieur, je pense que c'est au sens CTI du terme. Et Brieux vous demande qu'apporte Supinfo en plus par rapport aux autres écoles informatiques. Alors je vais répondre très clairement. Sophie, je vois que tu voulais répondre, elle est impatiente parce que je sais que c'est une question qui revient souvent sur le terrain aussi. Nous sommes très clairs. En France, il y a une terminologie d'école d'ingénieur
qui considère que le titre d'ingénieur est protégé par la loi. Bien, le titre d'ingénieur diplômé. Et la fameuse CTI, la commission des titres d'ingénieur, considère qu'effectivement, un établissement n'a pas le droit de délivrer un titre d'ingénieur diplômé, un diplôme d'ingénieur, s'il n'est pas homologué par la CTI. Et ce n'est pas le cas de Supinfo. C'est-à-dire que nous, volontairement, nous n'avons pas choisi d'être homologués par la CTI en France pour plusieurs raisons. La première, c'est que les critères d'homologation de la CTI en France ne nous semblent pas compatibles avec ceux qui correspondent aux attentes du marché dans les spécificités que nous faisons en informatique. Et donc les contraintes de cette CTI ne nous semblent pas compatibles avec le niveau de qualité et d'ouverture que nous voulons apporter. Et la deuxième raison, c'est que pour autant, les diplômés de Supinfo, les diplômés Bac+5, qui donc ont le titre RNCP enregistré par l'État au niveau 1, eh bien ces diplômés-là ont bien la fonction d'ingénieur dans les entreprises. Parce que nous avons une problématique de titre, de diplôme d'ingénieur protégé, mais la fonction d'ingénieur, et donc la mission, la carte de visite, si je puis dire, qu'un jeune ou qu'un diplômé peut exercer ou avoir dans une entreprise n'est évidemment pas protégé par la CTI. Donc il ne faut pas confondre, souvent parfois il y a des dialogues un peu conservateurs qui sont émis et on dit à un jeune, mais vous ne pouvez pas être ingénieur si vous ne venez pas d'une école qui est CTI. Ce n'est pas vrai, évidemment. Il peut parfaitement être ingénieur, c'est très simple, c'est la plupart de nos diplômés Bac+5 le sont. Oui, moi j'ai un étudiant en 5e année qui vient de signer son contrat de travail, un CDI, c'est écrit ingénieur réseau. Ben oui, donc ils sont bien ingénieurs pour les entreprises, mais ils n'ont pas un diplôme d'ingénieur protégé en France, mais ils ont bien cette fonction d'entreprise. Et ce n'est pas un abus de langage de le dire, donc je crois que la réponse est très claire. Hein, et donc il n'y a pas d'ambiguïté. On ne fait pas croire aux étudiants qu'on leur donne un diplôme d'ingénieur. Par contre, on leur dit très clairement qu'ils le seront. Voilà, ils seront ingénieurs. Voilà. Et ils le sont. De toute façon, c'est très simple. Nous avons plus de, comment dirais-je, de 12 000 diplômés aujourd'hui à Supinfo. Depuis 1965, vous doutez bien qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et il suffit la Commission nationale de certification professionnelle, d'ailleurs, étudie tous les 5 ans notre titre et regarde ce que font nos diplômés. Et il voit bien qu'ils occupent bien cette fonction d'ingénieur dans les entreprises. Vous voyez, donc il n'y a pas de confusion et de discussion possible là-dessus. Le live touche presque à sa fin. On va prendre la question de Thomas qui vous demande s'il y a des cours de sécurité informatique de façon générale. Oui. En 2e année, on dispense notamment le cours de Cisco Security avec la certification professionnelle à la clé. Il y a aussi les options de spécialisation orientées sécurité informatique. Et la sécurité informatique, excusez-moi, je parle beaucoup, mais c'est passionnant. La sécurité informatique, c'est un secteur très large, hein, attention. Hein. Ce n'est pas que les réseaux, hein, Sophie l'a dit tout à l'heure, mais ce n'est pas que les réseaux, c'est aussi des dimensions très larges, y compris comportementales, dans les entreprises. Et c'est un sujet ô combien important dans une logique aujourd'hui. On voit bien que les ordinateurs, les plateformes et avec Internet sont interconnectés et il y a les entreprises, les administrations, les États même qui peuvent être touchés par cette problématique de sécurité. Marion a attendu que vous faisiez de l'alternance. Elle vous demandait si c'était possible en master et comment cela se passait pour trouver une entreprise d'accueil. Alors, on les accompagne. On reçoit très régulièrement des offres. Sur notre intranet, on reçoit tous les ans plus de 3500 offres d'emploi et d'alternance. Donc, on les accompagne. On fait des ateliers CV, lettres de motivation pour les aider déjà à bien préparer. Simulation d'entretien avec des entreprises partenaires. On reçoit des offres. Et puis ça, en général, il y a peu de candidats qui sont refusés, qui ne trouvent pas de contrat de professionnalisation. Et on organise aussi 2 rencontres étudiants-entreprises qu'on appelle les Job Forums par an sur les campus. Donc ça dépend des campus, une quinzaine, vingtaine, quarantaine d'entreprises qui viennent pour faire des entretiens de recrutement directement sur les campus. Je souhaite préciser que le contrat de professionnalisation permet à l'étudiant en fait, de voir le financement de sa scolarité. Il est salarié d'une entreprise et il suit une formation chez nous. Absolument.
Absolument. Yann Et vous donc, demande c'est l'entreprise si- qui finance cette Oui. formation. Yann vous demande si vous proposez le contrat de professionnalisation à ceux qui ont un BTS. Oui, 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 on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. À partir d'un bac+3, un contrat de professionnalisation qualifiant, et à partir d'un 4e et 5e année, contrat de professionnalisation diplômant. Loïc vous demande ce que vous appelez les Supinfo Job Forum. Des rencontres étudiants-entreprises, tout simplement. Leïla vous demande si vous avez des partenariats avec les grandes entreprises et si votre réseau d'anciens est très actif. Alors oui, nous avons naturellement des partenariats avec les grandes entreprises. Depuis 1965, il y a des milliers d'entreprises en France et dans le monde qui régulièrement, Sophie le disait tout à l'heure, notamment pour les contrats de professionnalisation, mais qui régulièrement font appel à Supinfo pour pouvoir recruter à la source, si je puis dire, des compétences, des talents. Donc nous travaillons avec ces entreprises et puis nous travaillons aussi avec ces entreprises sur le contenu pédagogique. C'est-à-dire qu'elles viennent nous dire, en gros, vos cours sont bien, mais rajoutez ceci, retirez cela, nous on a besoin de telles compétences, etc. Donc il y a vraiment un maillage très important avec les entreprises. Le réseau d'anciens, allez, pour être très franc, c'est peut-être un petit peu le point faible de Supinfo, parce que c'est très difficile d'animer un réseau d'anciens. Et donc nous avons beaucoup d'anciens, 12 000 anciens, certains sont très anciens, hein, depuis 65, donc on a diplômé des gens en 70, etc. Donc ils commencent à être très anciens par rapport aux technologies aujourd'hui. Et c'est vrai que la difficulté d'un réseau d'anciens, c'est de rester en contact. Sachant qu'on est à l'international, donc voilà. c'est d'autant Nous avons plus des anciens en difficile. Chine, nous avons des anciens aux États-Unis, nous avons des anciens dans le monde entier. J'ai envie de dire que la problématique du réseau d'anciens est une problématique beaucoup plus locale. Peut-être que Sophie peut en parler parce que je sais que sur, Nous, en sur local, votre oui. campus, par exemple, Oui, on a un réseau voilà. d'anciens, ils viennent même à nos journées d'intégration, aux événements qu'on organise avec notre bureau des étudiants. Donc il y a un corporatisme Supinfo Ah oui. en local, Voilà. en Mais Grèce. Ah oui, 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 mais tout bien à fait. sûr. Et alors, je sais que dans certaines entreprises, chez Microsoft notamment, où il y a beaucoup de Supinfo, ou dans des sociétés de services comme Avanade, qui sont très liées à Microsoft aussi, ou Capgemini, ou Accenture. Donc, il y a des noyaux, si vous voulez, d'anciens de Supinfo, mais qui ne sont pas comment dirais-je, fermés à l'ouverture. Donc, s'ils font appel à nous, nos anciens font appel à nous pour avoir des nouveaux candidats, c'est parce qu'ils savent que par rapport aux besoins qu'ils ont à couvrir, ils vont trouver à Supinfo les bonnes compétences. Mais ce ne sont pas des gens qui vont fonctionner uniquement par réseau et par copinage. Nous restons extrêmement fiables, si vous voulez, par rapport à cela. Donc, il y a bien un corporatisme, et un corporatisme sain. C'est très important. Jérôme vous demande quelles sont les évolutions dans les MOOC et si vous avez prévu des paliers de progression dans cette démarche et si vous proposez des attestations de suivi. Oui, alors les MOOC c'est quelque chose de nouveau à Supinfo, nous avons suivi la tendance un petit peu comme toutes les universités anglo-saxonnes et de plus en plus françaises aussi qui sont dans cette logique. Donc MOOC, Massive Open Online Courses, qui sont des cours qui sont mis à disposition, j'ai envie de dire gratuitement, sans engagement, à une communauté d'apprenants sur Internet. Donc nous sommes en train de produire des MOOC avec la petite nuance qui est, nous ne croyons pas aux MOOC sans suivi. C'est-à-dire qu'on a envie de dire aux étudiants, oui, le partage de la connaissance est nécessaire, oui, Supinfo veut donner cette connaissance, partager sans restriction financière, si vous voulez, avec le plus grand nombre de personnes. Et nous allons le faire, nous avons beaucoup d'étudiants, de professeurs qui ont envie de partager comme cela. Par contre, nous savons que la qualification réelle, l'acquisition de compétences qui vont être monnayables dans un emploi, qui vont favoriser l'employabilité des jeunes, celle-ci, elle va nécessiter quand même un accompagnement et un suivi. Et cela, nous sommes obligés de le proposer dans le cadre de cursus où il y a une petite contribution financière. Mais nous allons, bien évidemment, améliorer encore cette dynamique de MOOC et proposer vraiment l'ensemble de notre contenu pédagogique de manière disponible et accessible librement sur Internet. Justement, Myriam a compris que vous aviez une formation virtuelle. Elle vous demande si elle est dispensée sur vos campus, quel est le prix, si le prix est différent. Et elle vous demande comment cela se passe au quotidien. Alors, le campus virtuel, tout se fait en ligne, donc c'est pas sur un campus physique, à part un examen qui a lieu en juillet. Vous pouvez être salarié d'une entreprise. La journée, voilà, vous êtes comme une personne lambda, vous suivez votre vie. Et c'est le soir, tous les soirs, sur 12 mois, vous avez les cours de Supinfo. Ce n'est pas sur un campus physique, c'est vraiment virtuel. Vous connectez le soir et vous interagissez avec un formateur en ligne. Voilà, et une partie de ces cours se fait sous un format qu'on appelle blended learning, donc c'est une sorte de
de partage entre des cours où on a accès aux professeurs en live sur Internet, un petit peu comme aujourd'hui avec nos internautes, et puis une autre partie où les étudiants ont un travail à fournir, à préparer entre les sessions. Ils doivent aussi consulter précisément des contenus pédagogiques qui sont mis à leur disposition en ligne, des contenus très riches. Nous travaillons aussi avec des partenaires par rapport à cela. Un étudiant qui s'inscrit à Supinfo va avoir accès immédiatement à une bibliothèque très riche de contenus, de livres. Toutes les grandes maisons d'édition du secteur informatique ou de management, Duno, Erol, ENI, toutes ces grandes maisons d'édition vont lui être offertes. Il aura accès à tous les livres, il n'aura pas besoin de les acheter. Ça, c'est quelque chose de très important. Il aura accès aussi à beaucoup de vidéos de cours de professeurs de renom internationaux. Donc, si vous voulez, nous mettons quand même à disposition des étudiants beaucoup de savoir dans le cadre du campus virtuel. Et petit à petit, nous allons améliorer d'ailleurs ce dispositif pour 2015-2016. L'encadrement des étudiants qui sont complètement à distance, donc qui ne peuvent peut-être pas être pris dans l'émulation des étudiants qui viennent sur un campus, et qui peuvent être de tous âges. Donc nous avons des étudiants en virtuel campus qui sont salariés dans des entreprises, d'autres qui sont demandeurs d'emploi. Donc tous les profils sont possibles et c'est ça qui est intéressant. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la diversité dans l'entreprise fait la richesse de l'entreprise. Alors, après 3 dernières questions, Nico vous demande ce qu'il faut comme équipement pour cette formation, enfin, ce campus virtuel, et comment se passe le contrôle de ce campus virtuel-là. Alors, un ordinateur, tout est indiqué dans les conditions générales d'inscription. Il faut un bon ordinateur qui fonctionne bien, puissant. Les caractéristiques sont d'ailleurs, si l'étudiant, l'internaute qui a posé cette question va sur supinfo.com/CGI comme condition générale d'inscription, il aura accès à un texte où on va lui dire très clairement, voilà, il faut au minimum telle machine, telle mémoire, etc. Donc il lui faut un ordinateur. En général, nos étudiants ont des ordinateurs portables. Et d'ailleurs, les partenariats que nous avons avec des constructeurs, Dell, Apple pour ne pas les nommer, ou Microsoft même, puisqu'il y a des tablettes aussi maintenant qui sont des ordinateurs, eh bien, peuvent avoir des réductions sur le coût des machines. Mais il faut effectivement avoir un ordinateur de préférence portable parce que c'est la tendance et la mobilité aujourd'hui pour pouvoir suivre des études à Supinfo. Vous savez, la plupart des candidats en ont déjà. Je souris parce qu'il vous répond, il dirait bon, j'irai regarder, a-t-il répondu. Voilà. On va prendre la dernière question de Yann, et qui a une forme de conclusion, puisqu'il est temps de mettre un terme à ce live. Mais justement, il vous dit qu'il pense avoir son BTS. Il vous demande s'il est encore temps d'intégrer votre école. Nous sommes globalement au printemps. Quand peut-on s'inscrire et jusqu'à quelle date et jusqu'à quel moment peut-on s'inscrire pour une intégration en novembre? Techniquement, jusqu'à la rentrée, puis on est lundi du mois de novembre. Absolument. Voilà, il n'y a pas de date fixe. Avant la rentrée, premier lundi du mois de novembre, tout se passe en ligne, admission, lettre de motivation et puis les résultats du BTS. S'il peut attendre ces résultats du BTS, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut comprendre que Supinfo, c'est un établissement du succès. Donc nous ne sommes pas dans une logique peut-être très conservatrice des écoles d'ingénieurs françaises qui sélectionnent beaucoup ou qui font croire qu'elles le font. Nous prenons et nous acceptons, pour peu qu'il y ait des places de disponibles sur nos campus, prenons tous les candidats qui ont le potentiel de réussir. Et donc il faut absolument démystifier le processus d'admission. Nous considérons qu'un candidat qui termine ses études secondaires et qui a son baccalauréat a un potentiel de réussite en France. Et donc nous lui offrons naturellement cette chance. Et nous devons tout faire pour lui amener à cette réussite. Donc oui, on peut s'inscrire à Supinfo jusqu'à la rentrée. Voilà. Alors, on va répondre à une dernière question d'un internaute nantais qui nous pose par 2 fois la question. Il vous demande ce qui vous distingue d'une autre école du groupe, je vais la nommer Epitech, qui globalement est dans le même esprit, donc il cherche à savoir ce qui vous distingue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les diplômés de Supinfo ou les diplômés d'Epitech vont travailler à peu près dans les mêmes entreprises, avec à peu près les mêmes types de postes, etc. Donc, les deux formations sont différentes. Nous connaissons bien Epitech parce que moi je dis c'est une école sœur. Alors évidemment, on peut dire ah ben oui mais c'est une école concurrente. Mais non, nous faisons le même métier. Nous devons amener des gens à la réussite. Alors les méthodes, les moyens pour y arriver sont probablement différents.
Ce que j'entends des témoignages des étudiants d'Epitech qui viennent chez nous, et il y en a beaucoup, c'est qu'à Epitech, c'est beaucoup de codage, beaucoup plus orienté développement, et il y a moins d'ouverture sur d'autres secteurs. Nous avons aussi quelques étudiants de Supinfo qui vont à Epitech, hein, donc vous savez, parfois ce sont les vases communicants. Et c'est très bien parce que ça veut dire qu'il y a des formations qui sont complémentaires, et donc une formation correspond plus à l'un et l'autre à l'autre candidat, et c'est très bien comme ça. Ce qui compte encore une fois, c'est la diversité, c'est qu'ils aient le choix. Donc pour que les choses soient très claires, ce qui nous différencie par contre peut-être des écoles, des autres écoles comme Epitech, eh bien c'est peut-être une approche extrêmement humaine du fonctionnement pédagogique et de l'accompagnement régional des étudiants, une approche peut-être très ouverte, moins sectorielle, donc moins codage pur et simple, puisque nous avons, comme je le disais tout à l'heure, une ouverture jusqu'au management, presque jusqu'à des enseignements de business school, si vous voulez. Et puis, la possibilité pour les étudiants toujours de faire des choix tout au long de leur cursus. Ce sont leurs compétences qui vont s'orienter dans un domaine de par au quotidien, ils vont suivre le programme en entier, ils vont voir du développement, du réseau, de l'administration système, la base de données, de la business intelligence, du management, de l'anglais. Voilà. Mais c'est dans leur choix, dans leur entreprise, leur stage obligatoire, dans leur projet, dans leur laboratoire dans lesquels ils vont s'impliquer, qui va faire qu'ils vont s'orienter dans un domaine. Il y en a qui seront plus réseau, d'autres plus développement. L'image est à l'école des étudiants. S'ils ont envie de créer un laboratoire robotique et de s'intéresser à la robotique, nous on va leur donner leurs moyens et l'envie de le faire et les accompagner. Et ils le font. Oui, tout à fait. Ce live touche à sa fin. Merci à vous d'avoir posé de très nombreuses questions. Merci Sophie Travadon, Alice Mauriès, merci d'avoir répondu en toute transparence à nos internautes. Et merci à Studyrama de nous avoir donné la parole. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur un live Studyrama TV.